le moment tant attendu de la journée. Vous allez enfin pouvoir respirer et on va prendre de la hauteur grâce à l'intervention de notre grand témoin, Jean Leveugle, qu'on est ravis d'accueillir. Je suis vraiment, moi, personnellement très très contente parce que j'adore ce que tu fais, voilà. Très égoïstement, je vais le dire, et je crois que je ne suis pas seule. Et le rôle des grands témoins, c'est toujours de nous faire un pas de côté. C'est aussi de nous inspirer, de nous amuser aussi éventuellement. Et ce qu'on aime, c'est les passeurs d'idées, ceux qui sortent leur expertise, j'ai envie de dire, du placard, en tout cas des sentiers battus. Et c'est ce que tu fais magistralement grâce à la bande dessinée. Comme je l'ai dit ce matin, voilà, on ne pensait pas forcément un jour inviter un auteur de bande dessinée ici, mais c'est le cas et on est ravis. Je ne vais pas raconter ta vie parce que tu vas te présenter un petit peu. Donc je vous demande d'accueillir Jean Leveugle pour cette session. À toi de jouer. Merci. Merci beaucoup, merci Françoise pour cette présentation, puis merci à l'ensemble de l'équipe de la FIGEO de m'avoir invité. C'est un immense honneur, je ne vais pas le cacher, c'est aussi beaucoup d'angoisse et de stress, parce que mon quotidien c'est seul face à mes planches, dans un bureau, chez moi, et je n'ai pas l'habitude de m'exprimer devant autant de monde. Alors aujourd'hui on va parler de Géographia. Alors pas que de Géographia, on va parler de vulgarisation scientifique en bande dessinée. Et puis Géographia, donc mon premier album de bande dessinée, ça fait 10 ans que je fais de la bande dessinée, mais c'est le premier album, publié aux éditions Futuropolis et de la Bibliothèque nationale de France, et avec l'appui scientifique d'Emmanuelle Vagnon, qui est historienne et qui travaille au CNRS. Alors, ce que je disais à l'instant, quand j'ai su que Emmanuelle ne serait pas là, j'ai paniqué un tout petit peu en me disant « Bon Jean, tu n'es pas géographe, tu as une formation, mais voilà, ça fait longtemps. Tu n'es pas historien, pas du tout. Tu n'es pas, certainement pas géomaticien. Tu n'es pas chercheur. Tu travailles beaucoup avec la recherche, mais tu n'es pas chercheur. Et donc, vous comprenez un peu toutes mes angoisses. Et puis après, voilà, j'ai discuté avec Françoise. Et finalement, j'ai cru comprendre qu'on aurait l'occasion de discuter de plusieurs choses. Alors d'abord, effectivement, une petite bulle de respiration ce soir, parler de bande dessinée et d'histoire de la cartographie, puisque c'est le sujet de Géographia. Pour respirer un petit peu, j'espère que vous aimez la bande dessinée, sinon ça va être un peu long, hein, je vous préviens tout de suite. Et puis, pouvoir parler aussi de la transmission des savoirs, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre d'entre vous et de constater que vous aviez pour beaucoup, et pas peut-être toutes et toutes, le souci de pouvoir parler au plus grand nombre, et pour le coup, ça c'est mon métier. C'est mon métier à travers la bande dessinée. Et puis la dernière chose dont je vais vouloir parler avec vous, c'est de cette articulation qui est parfois très délicate, compliquée à mettre en œuvre entre les sciences, la science et puis la bande dessinée, qui sont deux disciplines qui n'ont pas grand-chose à voir au départ et qui sont difficiles parfois à mettre en œuvre, et en particulier dans le cadre d'une fiction, puisque le projet que je vais vous présenter est un projet de fiction. Alors voilà, je voulais simplement introduire ma prise de parole sur le pourquoi du comment j'en suis arrivé à titre personnel à faire de la bande dessinée de vulgarisation scientifique. Et tout démarre en gros le temps de mes études, et puis un petit peu après, j'ai travaillé de près ou de loin dans le monde de la recherche et constaté assez rapidement, mais ça vous le savez déjà, que la recherche, malheureusement, peu de gens la lisent, et pour des raisons assez simples. Je crois qu'il y en a deux, mais il y en a probablement plein d'autres. D'abord, c'est une question de diffusion. La recherche est peu diffusée. On fait des travaux assez confidentiels, et je pense que vous vous reconnaissez aussi là-dedans. Et puis, on a, comment dirais-je, la recherche a un mode d'écriture particulier qui s'appelle l'écriture académique, et qui, par essence, puisqu'il est construit avant tout pour pouvoir permettre une évaluation par les pairs, il est par essence complexe et donc inaccessible, ou en tout cas difficilement accessible. Donc sur ce constat, à partir de 2014, j'ai commencé à faire de la bande dessinée de vulgarisation scientifique avec une formation de géographe, et en m'intéressant notamment au territoire. Alors je voulais juste, ça c'est pas moi, je voulais juste vous présenter différents travaux, vous montrer que la bande dessinée de vulgarisation scientifique, elle existe depuis très longtemps, mais en particulier depuis les années 2010, il y a eu un grand boom avec deux genres, le genre du reportage journalistique
et puis le genre de la vulgarisation scientifique à proprement parler, qu'on rassemble en général toutes les deux sous le nom de bande dessinée du réel, qui parle des faits, qui parle d'éléments réels. Alors quelques exemples, avec des choses très très réussies depuis les années 2010. On a des revues, des journaux, la revue dessinée, la revue Topo, la revue 21, Le Monde diplomatique, qui ont fait de la bande dessinée, l'histoire dessinée de la France, Hop là, je vais poser ça par terre parce que j'ai pas assez de place. Des collections dédiées, Sociorama par exemple, la petite BD-Tech des Savoirs ou encore la collection Octopus. Et puis des albums en one-shot. Alors ici, je vous en ai mis 3. Les algues vertes d'Inès Léraud, qui avait fait date. Un album de Marion Montaigne qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi, et qui met en lumière le travail de Monique et Michel Pinson-Charlot, des sociologues. Et puis Le Monde sans fin de Christophe Blain et de Jean-Marc Jancovici, dont vous avez très probablement entendu parler. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que la bande dessinée de vulgarisation scientifique, elle a acquis ses lettres de noblesse, c'est devenu un genre à part entier et c'est devenu un genre très très important dans la production, c'est-à-dire que dans l'édition, dans le monde de l'édition, c'est un secteur très important qui se vend beaucoup. Ça veut dire que c'est aussi un secteur qui s'est légitimisé. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui parler de science en bande dessinée, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et j'ai moi-même connu une époque où quand je commençais à travailler, on me disait, la bande dessinée, ça reste un truc pour les enfants. Et donc ça semblait pas intuitif qu'on puisse aller investir le champ scientifique sérieusement en bande dessinée. Elle s'est légitimisée, la bande dessinée, et puis elle a acquis des codes d'écriture. Et ça va vraiment être le sujet de notre discussion ce soir, des codes d'écriture, des normes d'écriture, puisque des années de pratique ont fait qu'on a pris certaines habitudes, nous autres, auteurs, autrices de bande dessinée, et je vais vous en parler. Alors, je suis auteur de bande dessinée de vulgarisation scientifique et j'ai 2 types de projets. Je vais passer assez vite, je suis désolé. Des collaborations dans un premier temps, à travers une structure que j'ai créée, les Savoirs Ambulants. Alors ça c'est vraiment pour vous montrer différents types de travaux qui sont possibles et qui probablement vont vous parler. Une histoire de la politique de l'habitat en France, sur les grandes inflexions des politiques de l'habitat depuis le 19e siècle, travaillé avec le pavillon de l'Arsenal. Un travail sur la grande mobilité liée au travail avec le Forum Vie Mobile, un think tank financé par la SNCF. Un travail sur l'urbanisme logistique et le décentrement des terminaux logistiques, notamment en Île-de-France avec la revue Flux. Un travail sur l'entrepreneuriat migratoire avec l'université de Neuchâtel. Un travail sur les smart grids, ou les réseaux intelligents, avec l'Institut Paris Région. À l'époque, ça s'appelait l'IAU. Et puis, un travail, alors là, c'est un travail récent qui n'est pas encore paru, sur l'histoire des cités-jardins, avec l'Association régionale des cités-jardins d'Île-de-France. Donc, l'idée, c'est de vous dire que, voilà, ce sont des collaborations que je réalise avec des associations, des bureaux d'études, des collectivités locales, des centres de documentation, des cabinets de recherche, etc. Et puis, d'autres types de projets qui sont des projets expérimentaux, des projets plus personnels, il faut être honnête, sur lesquels je fonce en général un peu seul et sans financement au départ. Alors voilà un projet de cartographie dont je vous parlerai après si on a le temps. Et puis le premier projet abouti de ce travail un peu expérimental, et notamment en matière d'écriture, c'est donc Géographia, l'Odyssée cartographique de Ptolémée. Alors pour qu'on soit un peu tous sur un pied d'égalité, on parle d'une fiction dans un monde qui n'existe pas, et c'est l'histoire d'un géographe qui s'appelle Claude Ptolémée, qui est un géographe alexandrin du IIe siècle après Jésus-Christ, et ce Ptolémée-là, il arrive 2000 ans en retard au paradis, et il comprend qu'en fait on l'a un peu oublié. Voilà le cadre de la fiction, on le connaît pas bien, et pire que ça, l'un de ses pires ennemis, Marin de Tyr, qui est un autre géographe à peu près de la même époque, a été élu meilleur géographe de l'Antiquité latine. Ça, Ptolémée, ça lui va pas du tout. Alors il décide d'aller faire la preuve de son succès, montrer que son œuvre à lui, qui s'appelle la géographie, est une œuvre majeure, incontournable, qui est celui de meilleur en gros. Et donc il part en voyage pour montrer à quel point c'est un grand savant. Alors je voulais vous parler dans un premier temps des origines de Géographia. Donc voilà, c'était des éléments d'explication liés à ce que je vous disais à l'instant. Et les origines de Géographia, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à l'histoire de la cartographie, l'histoire des cartes depuis l'Antiquité. Au départ, il y a un livre, Le voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville, qui est un navigateur français du XVIIIe siècle et qui a fait ce qu'on appelle une circumnavigation, une tour du globe tout simplement. Et à travers ce tour du globe, alors qui est resté célèbre pour un certain nombre d'éléments, mais il y a un passage en particulier qui m'a intéressé, c'est le passage du détroit de Magellan, donc tout au sud de l'Amérique du Sud. Et dans ce détroit de Magellan, eh bien, Louis-Antoine de Bougainville dresse une carte. Alors, c'est pas forcément lui, c'est son équipage. Je ne sais pas si vous avez en tête le détroit de Magellan. Il fait froid, il pleut, il n'y a pas grand-chose à manger. Il y a du vent, il y a des marées, des hauts fonds, des bas fonds, des courants. C'est hyper compliqué et c'est labyrinthique. Et à l'époque, en lisant ça, je me dis tout simplement, comment on fait une carte, en fait,
depuis un bateau en particulier, comment on fait une carte dans un environnement pareil. Et j'en arrive à tomber sur l'histoire des techniques de la cartographie. C'est une histoire absolument passionnante. Mais en travaillant sur l'histoire des techniques, j'en arrive à travailler sur les cartes elles-mêmes. Et là, je tombe complètement dedans. Et pour vous montrer à quel point ces cartes sont magiques, je voulais vous montrer quelques exemples, très sommairement et très rapidement, j'en suis navré. On aura probablement l'occasion d'en parler plus si vous le souhaitez après. Alors voilà un premier exemple célèbre, la map monde du Béatus de Saint-Sphère. Alors je vous ai mis le manuscrit original en haut à gauche. En bas à droite, à chaque fois, je vous mets le manuscrit tel qu'il est reproduit dans la bande dessinée, tel que je l'ai redessiné. Et voilà une carte typique du Moyen-Âge. Alors, c'est une carte qui a une particularité, c'est qu'on en a conservé 32. Alors, on a 32 manuscrits du commentaire de l'Apocalypse de Béatus de Liébana. Et puis, sur les 32 manuscrits, on a 16 cartes. Donc, on a 16 cartes, je vous en ai mis quelques-unes. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir les comparer. Alors c'est une carte, pour l'anecdote, qui peut vous paraître un peu étrange, c'est normal, elle n'est pas dans le bon sens, elle est orientée, j'espère que je vous l'apprends, elle est orientée, ça veut dire qu'elle est tournée vers l'Est. L'Est est en haut et le Nord est à gauche. On faisait beaucoup ça au Moyen-Âge en Occident. Voilà une autre carte, la carte Gangnido, on part en Corée, 15e siècle, tout début du 15e siècle. Et cette carte-là, alors elle dit beaucoup de choses, mais c'est pareil, je n'en parlerai pas, elle a une petite particularité, c'est qu'elle représente le monde. Alors elle représente le monde avec une légère altération des formes et des surfaces, puisqu'il y a la Chine au milieu. La Chine et la Corée sur la droite, qui sont évidemment surreprésentées par rapport au reste, puisqu'à gauche, là-bas, tout au fond, il y a l'Europe et l'Afrique. Une autre carte, la map monde de Hereford, 13e siècle, joyau médiéval. On est vraiment sur un peu la carte qui représenterait le plus le médiéval occidental. Plus de 500 illustrations, plusieurs milliers de toponymes, plusieurs milliers de commentaires. C'est une carte énorme qui est sur une seule peau, une grande peau, mais qui est une espèce de synthèse d'un certain nombre de savoirs du Moyen-Âge et qui en fait, qu'on pourrait passer une vie à étudier, je pense. Une autre carte que vous connaissez peut-être, qui est assez célèbre puisqu'on l'a en France, elle est conservée à la Bibliothèque nationale de France, c'est l'Atlas catalan, qui fait partie d'un genre qui a un nom particulier qu'on appelle les cartes portulan ou portulanes. Ce sont des cartes de navigation, pas celle-ci, c'était une carte d'apparat plutôt, mais qui est un genre un peu particulier et qui commence à apparaître à partir du XIIIe siècle. Et puis la dernière carte, je l'ai gardée pour la fin, parce que c'est celle de Ptolémée, dont je vous parlais tout à l'heure. La carte de Ptolémée, elle a une petite particularité, je vais le dire tout de suite, mais on en parlera surtout après, c'est que ni l'une ni l'autre ne sont en réalité la carte de Ptolémée, puisque la carte de Ptolémée, on ne l'a jamais vue, elle ne nous est pas parvenue. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une réinterprétation du XVe siècle, ça veut dire 1300 ans après. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, et je vous préciserai après pourquoi. La carte de Ptolémée, donc je vous l'ai dit, Ptolémée, géographe alexandrin, qui fait... Alors 3 livres, mais un en particulier qui va nous intéresser, la géographie de Ptolémée, qui est une synthèse des travaux de l'Antiquité grecque, une sorte de manuel pour apprendre à faire une bonne carte. Et Ptolémée, c'est vraiment celui qui va systématiser quelque chose qui vous est probablement très familier, c'est les coordonnées géographiques. Ptolémée, il est donc, on va dire, un des personnages d'une géographie qu'on appelle mathématique et astronomique. Et puis, avec sa géographie, Ptolémée propose 8000 localités qui sont positionnées sur une grille, avec le souci de représenter la Terre un peu de manière sphérique, puisque pour Ptolémée, c'est important. Voilà, je vous présente un peu le personnage. Tout ça pour vous dire que, en fait, je tombe dans cette histoire des cartes et qu'elle est absolument passionnante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque carte représente une vision du monde à une époque donnée, avec des enjeux politiques, culturels, commerciaux, diplomatiques, historiques, évidemment, mythologiques, religieux, etc., etc. Alors, je me dis, il faut absolument que je fasse une bande dessinée là-dessus. C'est passionnant. Donc, je démarre, première cartouche, premier dessin de ce Ptolémée, et j'arrive à la production d'un épisode court en ligne, un peu comme on ferait un court-métrage pour le cinéma, pour voir si ça marche. C'est un épisode de 12 pages qui s'appelle « Le scandale de Mercator », sur la projection de Mercator, dont vous connaissez probablement l'existence, et puis qui nous ressort un peu tous les 5 ans, parce que voilà, il y a encore récemment une actualité sur la projection de Mercator. Et l'idée de ce premier projet, d'abord, c'est de travailler sur une fiction, et puis de me rendre compte, je l'ai publié pendant le confinement, que ça avait suscité beaucoup d'intérêt, parce que ça parle de mathématiques, d'histoire, de géographie, et donc ça a bien marché. Ça m'a permis aussi d'expérimenter quelques premières techniques de mise en forme, parce qu'on parle quand même de mettre un objet graphique, la carte, dans un autre objet graphique, la bande dessinée, ce qui n'est pas sans contrainte. Ça m'a permis de donner les premiers traits de caractère à Ptolémée, qui est déjà présent.
Et puis ça m'a permis de me rendre compte d'un truc que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est que je ne suis pas historien. Et quand j'ai commencé à vouloir faire le deuxième épisode de ces feuilletons de Ptolémée, je me suis rendu compte que j'avais des sources qui ne disaient pas la même chose, des livres qui étaient contradictoires, des analyses qui n'étaient pas les mêmes, et que j'allais complètement me perdre dans tout ça, qu'il y avait un énorme risque, c'est que je dise n'importe quoi. Et donc j'ai considéré qu'il était temps de trouver quelqu'un pour m'aider. Et c'est là que j'ai contacté Emmanuelle Vagnon, ma co-autrice, donc historienne, chargée de recherche au CNRS et qui a travaillé de longue date avec la BNF notamment, en participant au commissariat d'une exposition en 2012, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, sur l'âge d'or des cartes marines, et en publiant notamment plusieurs ouvrages, mais un en particulier qui a reçu le prix Ptolémée en 2017 au Festival international de géographie, La fabrique de l'océan Indien. Alors avec Emmanuelle Vagnon, on a travaillé sur un deuxième épisode plus compliqué parce que c'était la Terra Australis, c'est un épisode sur l'histoire d'un mythe qui a eu la peau dure puisqu'il a couru de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, et c'est le mythe de la Terre australe, Terra Australis, c'est-à-dire en gros l'existence d'un continent dans l'hémisphère sud, dont on a pensé qu'elle était possible pendant très très longtemps. Et c'est une histoire qui est plus compliquée. On a, et c'était bien précieux d'avoir Emmanuelle avec moi pour ce deuxième projet. On a travaillé sur ce deuxième épisode avec une association qui s'est faite entre nous, donc auteurs de bande dessinée et scientifiques, dès le début, c'est-à-dire dès l'écriture, dès le scénario, après sur le storyboard et puis le reste des étapes dont je parlerai après. Alors on a été hyper contents tous les deux de ce premier travail en commun. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai dit à Emmanuelle, bon écoute, on a quand même un super sujet, entre nous ça marche bien, il faut absolument qu'on fasse un album. Et on va essayer de trouver des gens prêts à publier ça. Et donc le premier réflexe a été d'aller voir la Bibliothèque nationale de France, parce que la Bibliothèque nationale de France a une maison d'édition, les éditions de la BNF, puis accessoirement la Bibliothèque nationale de France a un fonds cartographique absolument extraordinaire, dont j'ignorais moi-même l'existence à l'époque, des cartes majeures qui sont conservées en France, et ça nous semblait à la fois hyper logique, et eux étaient absolument ravis de pouvoir valoriser leur collection de cette manière-là. Et puis nous on était assez fiers, parce que Géographia, c'est la première bande dessinée de création de la Bibliothèque nationale de France. Et puis après, on a été voir un éditeur classique de la bande dessinée, Futuropolis, qui avait eu, eux, l'occasion de travailler avec d'autres institutions, notamment le musée d'Orsay et le musée du Louvre. Alors, simplement, avant d'aborder un peu la méthode de travail, au départ, on s'est dit avec Emmanuelle, on va faire un projet comme ça, par épisode. En fait, on prend des thèmes et puis on les déroule un par un. Donc, on va travailler sur est-ce qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était plate, par exemple. C'est pas vrai. Quelle était la géographie, on va faire une histoire de la géographie chinoise, on va faire une histoire sur l'histoire des coordonnées géographiques, etc. Et puis finalement, vous allez voir, on a décidé d'écrire une histoire, c'est-à-dire une fiction de A à Z, et je vais vous expliquer pourquoi en vous parlant de narration scientifique. Alors là, je vous fais rentrer un peu dans l'arrière-boutique, la fabrication d'un album de bande dessinée, puis toutes les questions qu'on peut se poser quand on veut faire de la science en bande dessinée. Donc la première question, c'est pourquoi tourne-t-on la page, j'ai oublié 2 espaces, d'une bande dessinée de vulgarisation scientifique. Alors j'ai réfléchi un peu, puis j'ai trouvé deux ou trois raisons, disons, assez classiquement. D'abord, on est plus enclin à lire une bande dessinée de vulgarisation scientifique parce que c'est intéressant et accessible. Évidemment, ça paraît logique, il y a moins de texte, il y a plus d'images, souvent le vocabulaire est évidemment plus commun, et donc ça facilite la lecture, ça devient intéressant, et enfin, depuis hier, je discute avec certains d'entre vous, vous avez tous des sujets absolument passionnants, et donc avec les bons mots, tout devient passionnant. Donc il faut voilà, quelque chose d'accessible et d'intéressant. Et puis souvent, ce qui va faire qu'on tourne une page de vulgarisation scientifique en bande dessinée, c'est l'humour. C'est vraiment un ingrédient qui marche très très bien, ça nous permet, c'est un peu comme s'il y avait un contrat tacite entre le lecteur, la lectrice et l'auteur ou l'autrice, qui serait de dire je suis prêt à manger un truc un peu raide si tu me fais rire. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Donc il y a ces 3 choses. Alors il suffirait, ça peut paraître un peu simple, mais il suffirait d'avoir quelque chose d'intéressant, qui soit accessible et drôle pour faire un album de bande dessinée. Alors ça peut paraître simple, mais en réalité c'est complexe, parce que pour ceux et celles qui travaillent de temps en temps justement avec l'articulation des sciences et d'un autre type de média, il faut avoir en tête que la science
et la bande dessinée ne répondent pas du tout aux mêmes exigences d'évaluation. On n'attend pas du tout la même chose de l'un ou de l'autre. La science, ce qui va faire sa qualité, c'est ses sources, sa rigueur d'écriture, évidemment l'écriture académique pour la validation par les pairs, son analyse, ses données, sa contre-critique, etc. Alors que la bande dessinée, ce qui va faire qu'une bande dessinée est une bonne bande dessinée, c'est son scénario, des personnages complexes, une histoire bien calée, un rythme, un graphisme, évidemment, un dessin, etc. Ça, ce sont des éléments qui, vous le comprenez assez vite, sont pas forcément conciliables. Donc on peut se dire, comment on fait? C'est pas possible. Évidemment, je vous ai dit dès le début qu'il y avait plein d'albums sur le sujet, donc c'est qu'on peut trouver des solutions. Et je voulais vous parler des solutions, et notamment de quatre astuces, la boîte à outils de l'auteur ou de l'autrice. Alors j'ai mis problématique, j'ai un peu spoilé déjà, mais 4 astuces pour écrire une bande dessinée de vulgarisation scientifique. La première astuce, c'est la plus courante, la plus simple, et en réalité on peut tous le faire, c'est ce qu'on appelle le cartouche en bande dessinée. Le cartouche, c'est une grosse bulle carrée, avec une particularité, c'est qu'on ne sait jamais forcément trop qui parle. En fait, ça rappelle un peu l'article scientifique d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui nous parle, qui nous explique quelque chose. Et elle est souvent accompagnée d'une illustration en dessous qui va soit compléter le texte, soit juste être un peu redondante, mais, ou apporter des nouvelles informations. Le cartouche, c'est vraiment le grand classique, et puis qui facilite aussi les choses. C'est-à-dire que si j'étais un peu excessif, je dirais dans l'absolu, on peut prendre un article scientifique, le couper en tranches, on le passe en cartouche, on illustre chaque cartouche, et on a une bande dessinée de vulgarisation scientifique. Le cartouche, il a un avantage, c'est qu'il est, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est exempt de contraintes narratives. On n'a pas besoin d'expliquer qui parle, il n'y a pas besoin, on l'accepte, ça marche, et donc on est un peu tranquille. Alors évidemment, il a des défauts le cartouche. Le problème, c'est d'abord que souvent il a quand même une patte scientifique, on sent bien l'écriture derrière, c'est un peu un chausse-pied dans lequel on veut vraiment mettre tout ce qu'on peut mettre de scientifique dedans. Il est souvent un peu long, et puis il a cette tendance, d'un point de vue narratif, vous allez voir, c'est un peu comment dirais-je, un toc, c'est pensée narration, il a cet effet de rupture, c'est-à-dire qu'on quitte une histoire pour que quelqu'un nous parle, quelqu'un au-dessus. Voilà pour le cartouche. Deuxième astuce, ce que j'appelle l'item scientifique plaqué. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Un item scientifique, vous en êtes d'énormes producteurs. Ce sont des cartes, des schémas, des diagrammes, des statistiques, etc., des choses qui font scientifiques. Et on va avoir tendance à les retrouver en bande dessinée assez facilement. On les retrouve d'autant plus que, je vous l'ai dit, à une époque, la bande dessinée a vraiment eu besoin de montrer qu'elle était scientifique. Et donc, on a surinvesti le champ de ces items scientifiques pour montrer patte blanche. Et l'item scientifique, quand je dis plaqué, ça veut dire qu'en réalité, il est très souvent entre deux scènes. On va avoir très classiquement une scène qui présente un personnage à qui il arrive quelque chose, et puis après une montée en généralité avec des statistiques pour expliquer ce qu'on vient de voir, qui était un peu, où on a eu un peu d'empathie, etc. En fait, ça fait partie d'un phénomène plus large. Donc le cartouche, il a ces deux avantages, et puis il a d'un avantage purement d'écriture de bande dessinée qui est un art séquentiel, c'est qu'il nous permet de faire la transition entre deux scènes. Ça peut paraître comme ça, mais c'est hyper pratique. En fait, on a une scène, on met un cartouche entre deux pour expliquer quelque chose, et on est 5 jours après, ça pose pas de problème, on a fait une transition. Donc ça, c'est plutôt pratique. La difficulté, et pour être toujours dans le plus et dans le moins, c'est que le cartouche, l'item scientifique, pardon, quand il est plaqué, il fait un peu comme le cartouche, c'est-à-dire qu'il nous fait sortir de l'histoire. On quitte les personnages pour aller vers autre chose, un instant en général purement scientifique. On quitte les personnages et donc on quitte l'histoire. Et en termes de narration, ça fait une rupture. La troisième astuce, la plus classique aussi, en fait elles sont toutes très communes, la figure de l'expert, de l'experte. Alors là, c'est vraiment, vous en avez plein de sortes. Vous avez l'expert fugace, c'est Platon qui sort d'une bouche d'aération, qui vous parle de métaphysique et qui repart par les égouts. C'est un scientifique qui va prendre la parole tout seul sans qu'on lui ait demandé son avis. Ça peut être un personnage qui va nous tenir l'histoire tout le long de l'histoire, en fait, qui va nous parler de science, etc. Et alors l'expert, évidemment, il a un avantage énorme, c'est que si on considérait que le cartouche, la grosse bulle carrée, elle était un peu fastidieuse, un peu longue, etc., l'expert, il l'incarne. En fait, l'expert, il bouge, il peut être comique, rigolo, il saute partout, il fait des trucs, et du coup, on peut lui faire à peu près parler de ce qu'il veut, et ça, c'est assez pratique de ce point de vue-là.
Alors l'expert, évidemment, il a aussi un défaut, c'est que souvent on ne fait pas tellement attention à la manière dont on le fait arriver. Je vous évoquais Platon qui sort des égouts, et à la manière dont il repart. Et en fait, personne ne s'en soucie trop, c'est-à-dire que même quand il y a des personnages qui sont en train de discuter et qu'il y a Platon qui sort de la théière, bon, il y a Platon qui sort de la théière, et puis après il repart. Et bon, ça n'émeut personne. Mais en termes de narration, c'est quand même une petite fragilité, me semble-t-il. Et la dernière astuce, alors j'ai mis un peu de temps avant de la voir, celle-là, parce qu'en fait c'est même un réflexe. Alors toutes ces astuces, je les utilise au quotidien, ou presque, c'est juste des réflexions là-dessus. L'absence de structuration de l'espace-temps. C'est assez simple. En fait, plus le monde qu'on présente est simple, plus c'est simple. Plus le monde qu'on présente n'a pas de règles, de temporalité, de lieu, de personnages, de lois, de cohérence, plus c'est simple à écrire. Et donc en réalité, en bande dessinée de vulgarisation scientifique, on a souvent des personnages comme ça, qui parlent tout seuls, comme ça, face à vous, qui sont devant un mur, comme ça, sur lequel il n'y a rien, on ne sait pas où on est, et où, bon alors il y a un effort, c'est mon travail, hein, je ne me permettrai pas sur celui des collègues, il y a un effort, c'est planté dans le mur, il y a une carte, mais je veux dire, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est et on ne sait pas quand ça se passe. Et puis, alors là, c'est des scènes qui sont différentes les unes des autres, mais on peut avoir des transitions qui se font pas. Alors, voilà. Évidemment, l'absence de structuration de l'espace-temps, elle a une limite énorme, c'est que, on en met de moins en moins. Et moins on en met, moins c'est complexe. Moins c'est complexe, moins c'est complexe. Voilà. Alors, avec ces 4 astuces, dans l'absolu, bon, j'ai été un peu vite, c'est assez fastoche. Je vais repartir en arrière pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que je vais dire. C'est assez fastoche d'écrire une bande dessinée de vulgarisation scientifique. On met des cartouches, un expert, dans un endroit un peu indéfini, on met des items scientifiques, on les plaque régulièrement, et ça marche. Et très honnêtement, j'aurais pu faire ce choix-là pour Geographia. Ça aurait très bien marché, ça aurait donné un objet probablement hyper efficace d'un point de vue de l'instruction et de la compréhension de la science et de l'histoire des cartes. Mais il y a 2 problèmes qui se posent, à mon sens, quand on utilise tout ça. Pas toujours, évidemment, mais c'est d'une manière générale, et surtout quand on le fait un peu vite. D'abord, c'est qu'à la lecture, on a encore le sentiment de travailler. Et c'est pas ma conception de la bande dessinée, ça pourrait le devenir, pourquoi pas, mais je compte plus le nombre d'ouvrages, et parfois les miens, qui me tombent un peu des mains, en me disant, bon, voilà, j'ai des cartouches à plus en finir, des statistiques à plus en finir, et à un moment, ça, en fait, soit je lis à ce prix-là, je préfère lire un rapport de recherche, et au moins ce sera plus fluide. Donc, on aurait pu faire ça. Alors, vous l'avez compris, l'idée c'était de faire un pas de côté. Et puis, le deuxième oubli majeur, c'est que la bande dessinée, c'est un objet narratif. Narratif, ça veut dire qu'il y a une histoire. Et qu'à mon sens, c'est vraiment un point de vue personnel, la bande dessinée, elle est censée nous embarquer, nous traîner dans une histoire passionnante, palpitante, une vie qui n'est pas la nôtre. Et souvent, on est un peu loin du compte. Et en réalité, on fait plus de la science en bande dessinée que de la bande dessinée scientifique. Il y a souvent une dissymétrie quand même entre les 2 disciplines. Alors, partant de ce constat, moi j'ai cherché à m'affranchir de ces astuces-là, les pratiquant moi-même, j'insiste là-dessus, hein, c'est pas du tout une critique, c'est vraiment quelque chose c'est une pratique professionnelle très classique. Je me suis dit non, pour un album un peu expérimental, on va essayer autre chose. Donc je me suis posé des règles structurantes pour arriver à ce que j'appelle une narration scientifique. Et vous allez voir les 4 règles que je vais vous présenter, elles sont évidemment corrélées à ce que je viens de vous dire, sachant qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà, 4 règles structurantes. En tout cas, c'était un essai. Alors, exclusion du cartouche, pas de cartouche, pas de cartouche, pas de cartouche. Ça veut dire que, franchement, pour un auteur de bande dessinée, c'est une galère. Ça veut dire que tout doit passer dans la bouche des personnages. Tout doit passer dans la bouche des personnages, ça veut dire dans le dialogue. On n'a pas de personnage qui parle tout seul. Dans le dialogue, ça veut dire au moins 2 personnages. S'il y a 2 personnages, il faut au moins qu'ils aient un motif pour se parler. Ça veut dire qu'ils ont un lieu où se parler. Donc il faut trouver un endroit où ils vont, pourquoi ils se parlent, à quelle question est-ce qu'ils veulent trouver une réponse. Et en fait, tout ça, ça nous oblige à scénariser. On doit trouver des motifs pour que tout ça soit logique. Et là, ça devient assez intéressant. Alors, ça nous met en fait un pied dans la scénarisation, hein, tout simplement. La deuxième règle que je me suis fixée pour cet album, c'est d'avoir bien sûr des items scientifiques, parce que j'en ai besoin, je parle de cartes, j'ai besoin de schémas, j'ai besoin de ces choses-là, mais de tester un truc, c'est de les intégrer directement dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus plaqués avec un cartouche au-dessus, ils sont dans l'histoire. Les personnages les ont dans les mains. C'est eux qui les touchent, c'est eux qui les dessinent, comme vous le voyez ici, c'est eux qui vont les commenter, c'est eux qui vont les abîmer parfois, etc. Et alors l'intérêt, c'est que ça permet... Alors d'abord, il y a plein d'intérêts. On met les personnages en scène, ils ne sont pas
ils sont pas figés, ils bougent, ça permet, on est obligé en fait de varier un peu les angles de vue parce que sinon on s'ennuierait franchement. Et puis ça maintient les lecteurs et les lectrices dans l'histoire. C'est-à-dire on quitte plus les personnages, on est vraiment avec eux de A à Z. Et ça devient intéressant parce que la discussion scientifique, en fait, elle se fait en direct devant nous, comme si on est dans cette histoire qui parle de science. Et enfin, troisième règle, pardon, une expertise insérée. Donc je vous ai parlé de Platon tout à l'heure qui débarque. Pourquoi pas? Mais il faut rendre ça logique. Ça veut dire que l'idée dans cette règle-là, c'est de se dire que si on a des personnages qui apparaissent, qui déboulent, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi, parce que en fait, c'est logique, ils ont une existence, ils ont leur lieu de vie, ils ont un motif pour venir là. Et donc on essaie de complexifier un petit peu tout ça. Alors ça veut dire qu'il faut des personnages bien campés. Et là, je vous ai donné deux exemples. Alors, vous avez à gauche une scène où vous avez alors deux personnages historiques, Saint-Augustin et Macrobe, qui causent. Et ils sont en train de causer, ils sont dans un bureau, il y a un canapé, il y a leur lit derrière, une bibliothèque. Ils sont installés. Et ça fait sens qu'ils soient tous les deux là à discuter. À droite, on est dans l'Antiquité grecque. C'est un peu l'EHPAD. C'est-à-dire qu'il y a Thalès, Pythagore, Ératosthène, qui sont, bon, ils sont pas frais là, mais ils sont en train de discuter de la forme de la Terre. Et en fait, c'est cohérent. On comprend dans l'histoire que s'ils habitent là, en fait, et que c'est logique, et que ça existe et que c'est cohérent par rapport au monde présenté. Et ça me fait la transition avec la quatrième règle, et après on ira sur des choses différentes, l'enrichissement de l'espace-temps. Je vous disais tout à l'heure, c'est plus simple en fait quand il n'y a pas d'espace-temps, quand on ne sait pas où ça se passe ni quand ça se passe. Dans Géographia, l'objectif c'était vraiment de faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un monde avec des règles, des lieux, des peuples, des coutumes, des lois, etc. Alors, dans Géographia, le décor, je vous l'ai dit, c'est un monde imaginaire. Ça se passe dans un paradis qui s'appelle l'Antiterre, qui est pensé d'ailleurs de A à Z pour éviter un vrai problème en histoire qui s'appelle l'anachronisme. Et donc, ça a été composé autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnages eux-mêmes discutent des règles, des règles de ce monde. Mais pourquoi dans ce monde-là, il y a des créatures mythologiques? Comment est-ce qu'on règle les conflits entre les différentes époques, puisque les différentes époques cohabitent, etc., etc. Et l'idée avec ce monde qui est cohérent, en fait, c'est qu'on embarque le lecteur dans un monde qui n'est pas du tout le sien, et ça devient, à mon sens, tout à fait intéressant, parce que la rigueur scientifique et la narration sont imbriquées dans une histoire presque autoportante, c'est-à-dire elle est complète, il y a un ensemble complet. En tout cas, c'est l'idée de ce projet-là, de ce pas de côté que je cherchais à faire. Alors, bon, voilà, je vous avais mis une image, c'était juste pour illustrer le fait qu'on va avoir deux personnages qui sont sur un chariot en train d'éviter des problèmes. Ils profitent de ce chariot qui en réalité fait la transition entre deux époques qui correspondent à l'époque de l'imprimerie où on commence à avoir des atlas qui circulent entre les grandes villes européennes, et ils sont sur leur chariot, il y a un monde complexe autour d'eux, ils discutent, ils regardent des cartes, les cartes ils les ont dans les mains, etc. Ça donne un peu cette unité-là. Et donc je voulais parler après des grandes étapes de la création d'une bande dessinée scientifique, pour essayer de comprendre comment ça se passe, quel est le processus. Il faut savoir que pour un album comme ça, il faut à peu près 5 ans de travail en tout, mais disons 2 ans et demi, 3 ans de réalisation à temps plein. Donc c'est quand même un gros boulot. Et en tant qu'auteur de l'histoire, c'est-à-dire scénariste et dessinateur, j'avais besoin de comprendre ce que j'écrivais. Ça me semblait impensable de pas savoir ce que j'écrivais. Donc le premier truc qu'on a fait avec Emmanuel, c'est une synthèse scientifique. C'est un document d'une 60aine de pages que j'ai transmis à Emmanuel. Alors j'ai mis des mois à écrire ça, parce que du coup c'est une synthèse de tout ce que j'avais pu comprendre. Et puis Emmanuel me faisait des retours. Elle me disait, là tu t'es planté, là t'as pas bien compris, là c'est plus complexe que ça, là c'est génial, par contre tu devrais lire ça, t'as cette thèse-là, cette thèse-là, cette thèse-là à lire. Et puis ça a permis d'aboutir en fait à une synthèse scientifique commune, partagée entre nous deux, et de pouvoir se dire, en fait, tout ce qu'on a là, en gros, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que ça termine dans l'album. Donc, d'une manière ou d'une autre. Après la synthèse scientifique, on a ce qu'on appelle le scénario. Bon, ça, je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est un peu évident. Le scénario, c'est l'écriture d'une histoire dans ses grandes lignes, en gros. Donc ça se présente à peu près comme ça. Une fois qu'on a le scénario et qu'on sait où on veut aller, il faut décliner tout ça, rendre ça un peu plus précis, et on passe à une autre forme d'écriture qui s'appelle le séquencier. Donc le séquencier, c'est ce que vous avez à gauche. À droite, c'est la page qui est représentée dans le séquencier à gauche. C'est une pièce de théâtre avec les didascalies, les dialogues, les différents personnages qui sont là, et puis on discute de tout ça. Et puis surtout, c'est mis en page, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sait déjà sur quelle page on va mettre nos textes. Parce qu'évidemment, quand on a beaucoup de textes, il faut faire gaffe à ne pas en avoir trop sur chaque page. Après, vous avez
le storyboard, c'est un peu comme en cinéma. Donc storyboard, c'est première composition de la planche avec des cases, les bulles dedans, les personnages, des angles de vue qui changent, les décors. Après, on passe au dessin. Donc pour Geographia, c'est un dessin traditionnel, au crayon, sur du papier. Et après, vous avez... Alors là, pour le coup, moi, j'ai travaillé en numérique, c'est-à-dire avec une tablette graphique, sur la colorisation et les ombrages. Enfin, les ombres. La colorisation et les ombres. Et puis après, les textes, qui eux-mêmes sont écrits à la main. Ça explique les 2 ans et demi, 3 ans de travail. Hein, c'est assez long. Une fois qu'on a fait ça, on m'a posé une question... on m'a demandé, il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé entre toi et Emmanuel, en gros, quelle a été l'étape où il y a eu le plus de négociations, de discussions entre une scientifique et un auteur de bande dessinée. Et en fait, il faut être honnête, c'est l'écriture du texte qui pose le plus de questions, parce que c'est vraiment l'entonnoir, c'est le moment où on va figer un peu dans le marbre ce qu'on va raconter. Et donc c'est ce moment-là où ça discute le plus. Et en gros, les discussions qu'on va avoir, les négociations qu'on va avoir, elles sont soit lexicales, c'est pas très compliqué, soit historiques, soit narratives. Alors quand je dis qu'il y a des négociations, c'est pas forcément entre moi, auteur de bande dessinée, et Emmanuel, historienne, parce qu'on partage tous les deux le souci que la discipline de l'autre soit respectée. Donc l'idée, c'est qu'on a essayé ensemble d'articuler nos 2 domaines. En fait, on jouait ensemble contre les 2 domaines. Voilà, en gros. Donc les discussions lexicales, c'est tout simplement quel mot on va utiliser. Parce que le choix des mots, il est contraint par 3 exigences. D'abord, il y a la science qui nous demande d'être extrêmement précis. Nommer les choses, c'est important. Il y a la vulgarisation qui dit qu'il faut les rendre compréhensibles. C'est important. Et puis alors là, pour le coup, il y a la bande dessinée qui dit je ne vais pas passer 9 cases à définir un terme, donc vous allez faire un effort, trouver un accord et on va y aller. Et donc, quand on arrive sur ces questions-là, on a tout de suite assez vite convenu qu'on pouvait enlever la plupart des termes complexes. Ça ne veut pas dire qu'on décomplexifie les choses, mais en fait, j'ai tendance à dire, moi, aux chercheurs et chercheuses, quand ils bloquent un peu sur une écriture un peu plus simplifiée, je leur dis, vous savez, quand vous êtes au bar avec des copains, vous n'utilisez pas forcément les mots les plus complexes que vous utilisez dans la vie de tous les jours, de votre travail, et vos copains comprennent très bien ce sur quoi vous travaillez. Faites la même chose, et là, on y arrive. Alors quand c'est pas possible, quand on a un mot qu'on veut absolument utiliser, parce qu'il est vraiment caractéristique d'une question particulière, je vous ai mis un exemple avec l'habitabilité de la Terre. Moi j'aime bien en général le définir tout de suite après, voire 2 fois. Et là par exemple, il y a Ératosthène qui parle d'habitabilité de la Terre, et il y a Ptolémée qui dit, vous voulez dire où que c'est qu'on peut habiter sur la Terre. Une manière un peu comique de tout de suite définir le terme et de passer à autre chose. Alors, après, on a des discussions qui sont plus complexes sur des questions historiques. Et j'ai évoqué le problème tout à l'heure, vous allez voir, on a un problème et on a 2 solutions différentes. Le problème, je l'ai déjà dit, voici à gauche la carte du monde de Ptolémée, qui n'est pas la carte du monde de Ptolémée, puisque c'est une réinterprétation du XVe siècle. Ptolémée, on a retrouvé ses textes, on les connaît, ils nous sont parvenus, mais pas ses cartes. On n'était même pas sûr qu'il ait fait des cartes lui-même. Et donc cette carte-là, théoriquement, c'est pas celle de Ptolémée. Ça veut dire que on a un problème. L'album, il parle de Ptolémée et il parle de la géographie de Ptolémée, son livre phare. Donc si je montre pas la carte de Ptolémée, ça va être long. Donc avec Emmanuel, on s'est dit tant pis. On fait un énorme anachronisme, c'est-à-dire qu'on a un personnage, Ptolémée, qui va se promener dans tout le bouquin avec une carte qui n'est pas du tout la sienne puisqu'elle date de 1300 ans plus tard. C'est un choix. Et c'est un choix qui est rattrapé par un outil assez magique qu'on retrouve très classiquement en bande dessinée, qui s'appelle le cahier pédagogique, ou En savoir plus à la fin, et qui vous permet justement d'expliquer tous les anachronismes, tous les choix que vous avez faits, en plus d'en dire un peu plus. Et ça, c'est Emmanuel qui l'a entièrement rédigé. Et c'est un cahier à la fois qui permet de remettre les cases dans l'ordre, parce que parfois en bande dessinée, on est obligé de bouger un peu les choses, et puis qui nous permet d'expliquer justement tous les choix qu'on a pu avoir. Après, je vous ai dit, un problème, on n'a pas les cartes. 2 solutions. La deuxième solution, c'est de se dire, parce qu'il y a des cartes de l'Antiquité, en fait, il faut être honnête, les cartes de l'Antiquité, on n'en a aucune. On a quelques cartes, bouts de cartes, mais grosso modo, on n'a rien. Par contre, on sait qu'elles ont existé. On connaît les auteurs, mais on ne sait pas à quoi elles ressemblent. Alors là, on a fait un autre choix, c'était encore avec Ératosthène. Vous avez Ota, qui est un personnage, le 2e personnage le plus important de l'histoire, qui sort, qui dit qu'elle a vu des cartes, qu'elle trouve ça marrant parce qu'elles sont abstraites, géométriques, que ça ressemble plus à un boulier et puis qu'on déplace des objets et les distances les uns par rapport aux autres, et que c'est très curieux.
Nous, on ne les a pas vus, parce qu'on a utilisé un truc magique en bande dessinée qui s'appelle l'ellipse. Ça s'est passé, vous ne l'avez pas vu, et ben tant pis, j'allais dire tant pis pour vous, tant pis pour moi. En fait, c'est plus intéressant, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblaient ces cartes. Il y a un énorme risque à réutiliser des interprétations, en plus assez, même anciennes en fait pour nous. Et deuxième solution, donc, l'ellipse. Et j'ai quand même mis ce petit schéma à droite parce qu'il me tient beaucoup à cœur, il m'érisse un peu le poil, parce que c'est un schéma qu'on trouve très classiquement, souvent sur les réseaux sociaux, parfois dans les journaux, et qui nous dit, voilà, c'est ça l'évolution de la représentation du monde chez les humains depuis qu'on fait des cartes. Et ce schéma, il a deux problèmes. D'abord, sur les 6 cartes que vous voyez, il y en a 3 qu'on n'a jamais vues. En haut à gauche, c'est une tablette babylonienne, on la connaît, elle nous est parvenue, elle est extraordinaire, mais on la connaît. La carte d'Anaximandre, on l'a jamais vue. La carte d'Ératosthène, on l'a jamais vue. La carte de Ptolémée, je vous l'ai dit, on l'a jamais vue. Alors, Ptolémée, on a des réinterprétations anciennes, même pour nous, 15e siècle, 14e siècle. Ératosthène et Anaximandre, de mémoire, sont des réinterprétations 19e. Mais en réalité, il est très probable que leurs cartes ne ressemblaient pas du tout à ça. Donc, je trouve que c'est un peu osé de faire ce type de schéma. Et puis, ce type de schéma, il a un deuxième gros problème. Et spécialiste de la donnée que vous êtes, vous allez comprendre, on a une variable, bleu ou jaune. Vous êtes d'accord? La mer ou la terre. C'est pas le critère le plus important dans beaucoup de cartes. En gros, on a réduit ces cartes à juste au trait de côte, mais au Moyen-Âge, pour reprendre la carte du Beatus de Liébana, c'est pas du tout un souci, le respect des formes géographiques, du contour, du trait de côte, c'est pas le sujet. En fait, on cherche à représenter le monde, les grandes masses, etc. Donc, c'est un peu comparer les choux et les carottes. Voilà, ça c'était juste un petit passage là-dessus. Et puis, je voulais vous donner un dernier élément, et puis après, j'en aurai fini, sur un dernier point de négociation, les négociations narratives. Négociation narrative, c'est plus compliqué parce que, en fait, dès qu'on bouge un axe d'une histoire, une trame, il y a des conséquences en cascade. Donc, c'est un peu une structure qu'on fait surtout au début, et puis après, on n'y touche plus parce que sinon, franchement, c'est compliqué. Dans Géographia, il y a 4 axes narratifs. Vous en connaissez au moins un, c'est Ptolémée qui cherche à retrouver la trace de sa géographie. La difficulté, c'est que c'est un axe. La géographie de Ptolémée, elle a une histoire passionnante. C'est une synthèse des travaux de l'Antiquité grecque. Elle a été produite durant l'Antiquité latine. Elle a disparu, grosso modo, on s'en souvenait un peu, mais du Moyen-Âge occidental. Elle est passée chez les Arabes en Orient pendant tout le Moyen-Âge. Elle a été commentée, traduite, etc. Elle est revenue en force à la Renaissance. Et puis, elle est devenue un chef-d'œuvre qui, en fait, constitue presque notre géographie commune aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous des héritières de Ptolémée, d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas, en termes de narration, ça devient vite un peu long. En gros, moi, en tant qu'auteur de bande dessinée, je disais à Emmanuel, il nous faut un truc un peu plus, comment dire, qui nous embarque un peu plus, qui nous donne un peu de suspense, etc. Et donc j'ai dit à Emmanuel, voilà une idée, il faudrait qu'on trouve un méchant, un personnage qui vienne mettre un peu le bazar dans l'histoire. Et voilà une idée qu'Emmanuel aurait pu juger tout à fait inutile, en me disant, à part complexifier l'histoire, je vois pas l'intérêt, ça n'apporte rien d'un point de vue scientifique, et j'aurais été complètement d'accord avec elle. Donc là, on a cherché ensemble, on a un peu galéré, et on a fini par trouver un personnage qui correspondait parfaitement au profil type, qui s'appelle Marin de Tyr, que vous voyez à gauche, qui est un autre géographe, de la même époque que Ptolémée, à peu près, et qui a l'avantage d'ouvrir, par une animosité qu'on leur imagine, même si elle est quand même fondée sur un certain nombre de textes, une controverse scientifique. En fait, entre Marin de Tyr et Ptolémée, il y a une controverse scientifique sur les projections, la manière de représenter le monde, la manière de déplier une sphère pour en faire un truc plat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un méchant qui vient dynamiser l'histoire et qui, en plus, est un méchant scientifique. Donc, voilà un peu les types de négociations qu'on peut avoir. Et vous n'hésiterez pas à me poser des questions après sur ces sujets-là, si vous le souhaitez. Alors, conclusion. En 3 minutes. Conclusion en 3 minutes. Alors, je voulais simplement apporter quelques éclairages. Ça fait 1 an que l'album est sorti. Bon, c'est un album qui a très bien marché. J'en suis très heureux. Vous êtes beaucoup à être venus me voir tout à l'heure et je suis absolument désolé pour ceux qui ont beaucoup attendu. Donc, c'est chouette, ça marche bien et ça montre en fait, ça continue de montrer que la science et l'histoire des cartes, ça mobilise et ça, c'est super. Je vous avoue que, voilà, en faisant ce pas de côté par rapport aux formes d'écriture un peu classiques de la bande dessinée de vulgarisation scientifique, moi, j'appréhendais un petit peu en me disant, les gens vont être paumés, ils sauront plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et bon, ça a l'air de pas trop mal se passer. Après, on a des retours critiques hyper légitimes, des gens qui vont nous dire c'est encore trop dur, c'est trop scientifique, c'est trop lourd.
c'est trop poussif, il y a trop de texte, et d'autres qui vont nous dire franchement cette histoire avec Marin de Tir, ça complexe le truc, vous auriez dû nous faire voilà, une histoire plus simple. En fait, on aurait pu faire plein de projets différents. C'est un peu la morale de l'histoire. Alors après, cette expérience-là, elle est positive aussi, au sens où moi, elle me convainc qu'il y a des choses à aller chercher de ce côté-là, après, avec un côté fascinant et risqué en même temps. Alors risqué, pourquoi? Parce que chaque nouveau projet, on doit convaincre une chaîne d'acteurs qui sont très très variés. On doit convaincre un éditeur, on doit convaincre des scientifiques, les pairs des scientifiques, on doit convaincre les commerciaux, on doit convaincre un public. Donc ça fait beaucoup d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intentions. Et donc, il faut naviguer un peu avec tout ça. Et puis passionnant, parce que ça ouvre un peu des chemins aussi sur l'écriture de la bande dessinée, des nouveaux chemins d'écriture, et ça c'est chouette. Alors, en conclusion, je voulais essayer d'évoquer un autre travail qui... alors là, pour le coup, en termes de données qui nous concernent, c'est avec Emmanuel en appui, on va dire. Emmanuel m'appuie beaucoup sur cette histoire. Depuis quelques mois, je travaille à la traduction de manuscrits anciens, des cartes du Moyen-Âge, que je redessine intégralement et que alors moi je les traduis pas, hein, je fais traduire par des scientifiques ou j'utilise des traductions de scientifiques et c'est un travail qui est assez intéressant aussi de ce point de vue-là parce qu'en termes de données, figurez-vous qu'on en a quasiment pas. En fait, il y a plein de cartes qui sont censées être des chefs-d'œuvre de la cartographie dont on n'a pas les traductions parce qu'en fait ça prend un temps fou de travailler là-dessus. Donc voilà un autre projet qui est différent mais qui en même temps permet aussi de valoriser un peu le patrimoine cartographique commun. J'en arrive à la page publicité. À partir d'après-demain, j'inaugure une exposition sur Géographia à Saint-Dié-des-Vosges qui aura lieu donc, pendant le festival, notamment le Festival international de géographie et qui commence après-demain avec 3 choses. D'abord des dessins originaux de la bande dessinée. Ensuite, avec des manuscrits anciens qui sont conservés à la médiathèque de la Boussole à Saint-Dié-des-Vosges et ils ont un fond cartographique qui est génial. Et puis en haut à gauche, des cartes dessinées par mes soins. Voilà, donc il me reste à vous remercier très chaleureusement et vous dire que si certains d'entre vous ont acheté un album tout à l'heure, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir ce soir pour que je puisse leur faire un dessin. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. On prend le temps de quelques questions, si vous voulez. Allez, on s'accorde 10 minutes. Hop, j'arrive. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais vous poser une question sur le graphisme. Je pense que c'est la première fois que je vois une bande dessinée où les bulles qui sortent de la bouche des personnages sont entourées d'un trait de couleur. Et j'ai pas vu de cohérence. Je vois parfois que 2 personnages ont tous les 2 un trait de couleur semblable. Parfois, je vois d'autres bulles où les traits sont différents suivant le personnage. Donc, je voulais vous demander quelle était la raison à la fois de ces traits de couleur et ensuite quelle était la signification des différentes couleurs. Le pourquoi du comment. Alors, ce sont des couleurs qui sont associées à des personnages. Ça veut dire que chaque personnage a sa couleur, il y en a parfois qui se ressemblent, ça je vous l'accorde, mais parce que la difficulté c'est que, comme je vous le disais, quand on enlève le cartouche en particulier, tout doit passer par le dialogue. Et en réalité, il ne suffit pas de 2 personnages. Et là, ce qui se complique, c'est j'ai parfois dans la bande dessinée 4, 5 personnages qui parlent en même temps. Et donc, en termes de logique de lecture, ça devenait très compliqué. Parce que placer les bulles, c'est pas toujours simple. Et donc, j'ai ajouté ce petit artifice de mise en couleur qui permet normalement d'identifier au moins les 2 personnages principaux, Ota et Ptolémée, qui est donc Ptolémée dans une espèce de rose et Ota dans un espèce de vert qui correspondent à leurs vêtements, en fait. Et donc, voilà, on le retrouve là. Alors, si vous faites bien gaffe, il y a une page où je me suis trompé, j'ai tout inversé. Voilà. Je vous laisse chercher. Question ici. Dans la suite de la question précédente, je suis là. Oui. Je voudrais savoir où vous avez appris à dessiner, où vous avez acquis cette science de la bande dessinée graphique. Alors C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton parcours. Non, c'est vrai, j'aurais pu. Scientifique. Oui. Alors j'ai appris familialement. On est d'une famille de gens qui dessinent. Après, je suis passé par l'école Estienne aussi pendant un an où j'ai appris beaucoup de choses.
Et puis, je pense qu'il y a vraiment l'exercice du dessin, parce que si vous vous amusez à aller regarder mes travaux d'il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est vraiment très très différent. Donc il y a un travail qui est... Un travail, voilà, tout ça. Un travail, voilà. Et puis même très honnêtement, entre le début et la fin de l'album, parce que... Enfin, je devrais pas le dire, ça, mais bon. Voilà, au début de l'album... c'est 1 an, entre le début et la fin, il y a 1 an de dessin à raison de 9 heures par jour, donc ça, voilà, on travaille un peu différemment à la fin. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir si vous visez un public particulier ou vous êtes très large dans votre public cible de 7 à 97 ans, ou peut-être plus maintenant. Est-ce que vous avez aussi une idée de qui sont les gens qui achètent votre bande dessinée et qui la lisent, et est-ce que vous atteignez vos objectifs peut-être de transmission qu'il y a derrière votre travail au travers de ce public? Les profs d'histoire géo. Meilleur public ever. Non, donc à Saint-Dié, ça devrait bien se passer. Oui. Non, alors effectivement, non, les profs d'histoire géo ou mathématiques. Alors même si l'album est moins mathématique que ce que j'aurais souhaité, parce qu'en fait c'est aussi une bonne manière pour eux d'aller toucher leurs élèves en leur présentant soit des extraits, soit l'album qui est acquis par le CDI, etc. Donc il y a ce public-là, un public jeunesse aussi. Alors quand je dis jeunesse, on n'est pas d'accord avec Emmanuel, mais Emmanuel, ses enfants, c'est des enfants d'historienne. Donc forcément, à 7 ans et demi, il n'y a pas de problème. Ah oui, quand même. Voilà. Donc non, des jeunes, oui. Il y a des adultes qui vont pas être sensibles du tout à ça aussi, parce que moi j'ai un humour potache, par exemple, j'assume complètement cet humour-là, et ça plaît pas à tout le monde, donc voilà. Mais je pense que c'est plutôt un large public. En tout cas, moi, à l'occasion des dédicaces, je rencontre vraiment toutes sortes de catégories socio-professionnelles. Ouais. Alors, on a une question ici. Merci. Je me demandais si dans votre exploration de la géographie, vous aviez croisé des platistes, que ce soit en vrai ou via des écrits. Et alors personnellement, travaillant dans le monde des satellites, c'est un truc qui me dépasse complètement, donc je voulais savoir ce que vous en aviez fait, et voilà. Alors, et, au XXIe siècle, je veux dire, hein, évidemment. Oui. Il y en a... Alors, non. Mais je ne suis pas sûr qu'ils traînent ici, hein. Ou alors, franchement... En tout cas, s'il y en a, ils se font discrets. Oui. Non, alors non, honnêtement, j'en ai jamais croisé. Ce serait presque un plaisir de voir comment c'est possible. Après, j'en profite pour glisser, je vous l'ai dit tout à l'heure, au Moyen-Âge, on a cette idée qui a la peau très très dure, que les gens pensaient que la Terre était plate. Et 99% des textes de savants de l'époque attestent que la Terre est sphérique. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est-à-dire que depuis l'Antiquité, depuis qu'on a compris que la Terre est ronde, on le sait, et jusqu'à présent. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que c'était une reconstruction historique du 19e qui visait à démolir le Moyen-Âge au profit de la Renaissance, et notamment démolir l'Église, etc. Et au Moyen-Âge, on sait parfaitement que la Terre est ronde. En tout cas, dans les milieux savants, on le sait parfaitement, et on a des considérations qui sont fascinantes sur l'idée, par exemple, que de l'autre côté du globe, il fait nuit pendant que chez nous, il fait jour. En dessous de nous, si c'est l'été chez nous, il fait l'hiver en bas, etc. Et donc, il y a vraiment des théories très, très poussées, j'insiste vraiment là-dessus, de grands savants du Moyen-Âge qui montrent l'inverse. Voilà. Eh bien, merci encore, Jean. Détail pratique, ne vous sauvez pas, Petit détail pratique. Donc Jean va rester encore un tout petit peu sur l'espace librairie. Il y a des gens qui ont des petits tickets, qui avaient fait la queue pour avoir une dédicace, donc il prendra cela pour faire une dédicace avant de partir au Palais du Pharaon. Tu seras avec nous ce soir, donc s'il y en a qui veulent acheter le livre et se le faire dédicacer, vous pouvez aller à la librairie, elle est encore ouverte jusqu'à 19h, vous emportez votre bouquin et on t'apportera quand même à manger pendant que tu feras des dessins. Oui, c'est un verre contre une dédicace. Voilà, un verre contre... Oula, ça va être compliqué à la fin. Alors je garantis pas la qualité des dessins en fin de soirée. Voilà. Merci pour votre attention. Merci encore, Jean.